Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction du Raggold B. Monsieur Tourillon, bonjour. Bonjour. Pas facile de lever une compagnie dans une junior minière par le temps qui court, dans un marché quand même assez difficile. Je connais pas beaucoup votre compagnie. Le titre du Raggold B, c'est toujours lui qui est là depuis longtemps? Oui, c'est le même titre. C'est toujours le même titre. Il était ailleurs avant? Non, il a changé de nom. Le nom avant, c'était Uranium B, parce qu'on avait des projets d'uranium dans la phase d'uranium jusqu'en 2008. Okay. En 2008, on a changé de focus vers les projets d'or, parce que l'uranium était un peu écroulé. Puis on a changé aussi de philosophie. Au lieu d'essayer de chercher le prochain projet à la mode, on voulait trouver des projets qui étaient à la taille pour une société junior pour développer et amener en production. Notre objectif, c'est d'autogénérer nos sources de financement pour l'exploration. Parce que depuis 2008, après le crash de l'uranium, on était conscient que les marchés boursiers, ça n'allait pas être facile pour financer des projets. Et on ne voulait pas avoir le même plan d'affaires que toutes les autres sociétés. Fait que nous, on a pris une philosophie qui est plus proche de celle d'Aliments Couche-Tard. On cherche des actifs que des gens ne pensent pas qu'ils peuvent être valorisés, et on cherche à les valoriser. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans les projets d'or en bourse. Bon. En bourse. En bourse. Oui, je sais qu'il y avait un choc. C'est ce qui rend l'affaire un petit peu compliquée, parce que moi, je connais Golden Hope, qui sont là aussi. Ça fait quand même un bout, puis ça lève difficilement. Ils ont un peu de misère. Moi, je regarde deux choses. Je comprends le marché, les situations de marché. Moi, je regarde plus le fondamental et les découvertes au niveau de l'exploration. Le projet de Golden Hope et Raggold B sont tous les deux sur le même trend. Ça, c'est une découverte que nos géologues... Sur la même veine? Pas la même veine, le même trend géologique. OK. Littéralement. La même formation. La même formation, mais ça, c'était pas reconnu. Et si on connaît un peu les deux propriétés, notre propriété est à 30 à 40 km de Golden Hope. Okay. La différence, c'est que Golden Hope, lui, c'est une société où est-ce qu'il y a... ce sont des targets en surface, des affleurements de l'or qui viennent dessous. C'est de l'or qui est dans du quartz. Il y a un effet nugget assez fort. Ça veut dire qu'ils ont des pépites d'or qui sont... Il y a un mécanisme de concentration d'or. Nous, on se retrouve à 30 km, mais en bas de la vallée. Donc, nous, dans la glaciation, l'or qui était dans les tellurifères, l'or qui s'est séparé de la surface, a été gardé dans l'emplacement. Tandis que sur Golden Hope, il a été érodé. Golden Hope et tous ces endroits-là est une des sources de l'or. Si vous promenez en Beauce, n'importe où dans les rivières, et vous panez dans les rivières, vous allez trouver de l'or. Il n'y a jamais eu... On va y aller demain matin. On peut y aller. Je ne dis pas que vous avez le droit de le faire au niveau de la réglementation. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un facteur reconnu. Il y a beaucoup de gens qui font même des voyages de touristes pour aller paner de l'or. Ah ouais. C'est reconnu. Le problème est que jusque dans les années 1985, il était impossible pour des sociétés d'exploration de faire de l'exploration en or. Malgré le fait que la Beauce est l'endroit où est-ce que le premier Gold Rush a eu au Canada, où est-ce qu'il y a eu des sociétés cotées en bourse de New York qui étaient là, qui minaient des projets dans les années 1800, il n'y a eu aucun projet minier depuis les années 1959-60 qui ont été mis en place là. Et c'est seulement dans les années 85 que les sociétés ont le droit que le droit pour les minéraux d'or est retourné à l'État et non aux propriétaires terriens. Ce qui fait que pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'exploration. C'est une région qui n'est pas connue, qui n'est pas comprise. Ce n'est pas le même modèle géologique que partout ailleurs. Nous, on a fait un focus. Excusez-moi. Nous autres, on a établi une stratégie de vouloir développer ces projets d'or-là parce qu'on avait vu qu'il y avait une production d'or dans les années 60. Et ce qu'on a découvert, c'est que même si dans les registres du gouvernement, c'était écrit qu'il y avait 4 000 onces qui avaient été produites de 59 à 64, malgré le fait qu'une machine qui valait plusieurs millions de dollars avait été investie là, on a découvert qu'en réalité, ça a été 56 millions d'or qui a été miné sur une période de 2 ans. Dans le temps où l'or valait 35 $. Ils ont investi 7 à 8 millions d'or. Ils ont acheté la machine en Oregon, au Idaho. Ils l'ont amenée en train jusqu'à Beauceville. Ils l'ont assemblée, flottée sur une fausse rivière pour l'amener pour travailler à miner. C'était de l'argent. Le promoteur, d'ailleurs, ce projet-là, était nommé Mr. Boylan, qui était l'équivalent de Peter Monk dans ses bonnes années, dans les années 60. Fait que c'était un gros projet, puis on n'a jamais compris pourquoi autant d'argent avait été investi juste pour 4 000 onces d'or de produits dans les registres. À force de faire de l'enquête depuis qu'on a acheté la propriété en 2010, on a compris que le dépôt était beaucoup plus riche qu'originalement pensé,
qu'il restait encore beaucoup d'or qui n'avait pas été miné par la première opération et qu'on pouvait entrevoir la possibilité de partir une petite mine à ciel ouvert pour générer des fonds de façon à être capable de s'autofinancer et développer d'autres projets. À la force de nos études géologiques, ce qu'on a compris, c'est que ça se faisait en même temps que Golden Hope commençait à faire ses découvertes. Et là, on a compris que Golden Hope et Blobo sont dans la même formation et qu'ils ont les mêmes effets de nugget. Si on regarde Golden Hope, au forage, ils trouvent à peu près 1 gramme d'or de l'atome. Et dans les bulk sampling, ils trouvent entre 3 et 4 grammes d'or. C'est un effet de nugget d'à peu près 3. Nous, ce qu'on a découvert, c'est que dans les old-timers, eux disaient que leur grade d'or était 0.26. Ils en ont sorti 6 fois plus quand ils sont minés. Fait que c'est littéralement l'effet, c'est la même formation, c'est la même continuité géologique. Fait que l'avantage de notre projet, c'est que c'est pas une mine hard rock, c'est une simple mine par gravité qu'on va extraire là. Fait qu'on va être capable relativement de générer des revenus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est moins de la poudre? C'est juste dans le fond, ce n'est qu'une carrière. Ce n'est qu'une carrière. On a juste besoin de casser la glaise dans laquelle l'or se trouve, la gravité l'amène. C'est juste. Au niveau technologique, c'est très simple comme processus. Notre plus gros... Parce que c'est pas du... On a dit que c'est pas du roc, c'est de la glaise. Bien, oui, c'est de la glaise qui se tient directement au-dessus du roc. Notre modèle géologique dit que la source de l'or, et ça a été prouvé par beaucoup d'études qu'on a faites, la source est directement en dessous. Ce qu'on appelle le bedrock. Le bedrock. Mais nous, on parle de miner de l'or qui se trouve entre le bedrock et 4 mètres. La couche dans laquelle se maintient notre or est là, est littéralement dans ce 4 mètres-là. Ce n'est pas un dépôt alluvionnaire, ce n'est pas une ancienne rivière, c'est littéralement une source aurifère qui est en dessous, qui s'est érodée. Normalement, lors de la glaciation, cet or-là aurait dû être distribué sur une grande distance et l'eau les aurait refait travailler pour se retrouver dans les rivières. Mais pour une raison due à la localisation de notre propriété, la glaciation, elle, a capé le matériel. Et c'est ça qui nous différencie. Mais c'est un projet qui est extrêmement unique. Mais quand on l'a pris, la plus grosse question que les gens nous pensaient, c'est que vous ne serez jamais capable d'avoir les permis environnementaux pour partir une mine placeur au Québec. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas écrit dans la réglementation. C'est pas interdit, c'est juste qu'il n'y a pas une réglementation. La réglementation est faite pour les projets hard rock. Pourquoi vous me dites une mine placer? Parce que c'est une mine de surface, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça. Il y en a. Les seuls autres, on va être la première mine de type placer qui va partir dans l'est de l'Amérique du Nord dans les 50 dernières années. Les autres mines équivalentes sont au Yukon. Fait qu'on crée vraiment un nouveau cheminement. Et de 2010 à 2011, l'exploration était très prometteur pendant que le prix de l'or montait, mais la question que les investisseurs nous demandaient, c'est que vous ne serez jamais capable d'avoir les permis du ministère de l'Environnement pour ouvrir votre mine. Fait que de 2011... Pourquoi? C'était la perception. Ah, dans le temps. Non, on parle en 2011, on ne parle pas il y a longtemps. C'était la perception des intervenants du marché qui étaient, on ne serait jamais capable de l'avoir parce que ça n'a jamais été fait. Souvent, la réponse est puisque ça n'a jamais été fait. Vous les avez eus? Nous avons tous eu en février 2013. Okay. Notre malheur veut que quand on a eu les permis, c'est quand le prix de l'or s'est écroulé. Alors, à partir du moment-là, l'intérêt pour les projets aurifères ont diminué. Donc, vous dites que vous pouvez aller exploiter ces terrains-là tout simplement en, je ne sais pas s'il y a des arbres dessus, enlever les arbres, creuser la terre, cruncher cette glaise-là, y aller par force centrifuge, puis récolter l'or. Donc, vous n'auriez pas besoin d'un gros moulin. Non. Nous, c'est des opérations par gravité, c'est exactement ça. Mais c'est plus... Donc, on a des contraintes environnementales plus strictes à respecter, comme on déplace, faire remplacer, mais fondamentalement, c'est ça. Est-ce que ce serait de la manière, donc on le voit à la télévision, comme ils ont des sluice spots qu'appellent? Exactement. Ça avec un tracteur, vous mettez ça dedans, il lave ça avec de l'eau. Oui, mais ça serait un peu plus contrôlé. Ça serait plus proche des opérations diamantifères. Dans le sens que c'est contrôlé, tout va dans le centre à un endroit, le matériel est lavé, et là, on amène le concentré à un endroit pour le traiter, pour l'extraire. Mais par lavage. Par lavage. À partir du moment où on commence le processus, on extrait de l'or. Combien vous pensez que que ça vous prend d'argent pour réaliser ça? Bien, nos études, quand on a sorti dans le 4301 qu'on a sorti, parlent que ça va se faire en 2 phases. Une première phase, parce que notre dépôt a un grand effet de nugget, comme on utilise. Ça fait qu'on sait qu'il y a une variabilité statistique. On veut faire ce qu'on appelle une première phase pour s'assurer que tous nos processus, celle-là va coûter 3,4 millions. Et l'autre phase de mise en production va nous coûter un autre 4 millions. Fait au total, ça va nous coûter 7. Mais selon nos études, ça va être extrêmement rentable.
Malheureusement, mes études... C'est peu d'argent, ça. Non, on est une erreur statistique dans les projets. Mais c'est ça notre philosophie, c'est de regarder ces projets-là qui ont une plus petite taille, mais donc, qui ont des grosses marges de profit. En tout, 10 millions pour vous mettre ça... En 10 millions, on commence à générer des revenus. On va avoir assez de revenus qui vont sortir de là pour continuer le développement de Golden Hope et même partir une production, ce qu'on appelle un rolling start sur Golden Hope, parce que là, ça va être un peu plus compliqué. C'est un vrai dépôt hard rock. Parce que là, vous avez le vôtre, le projet... Ura Gold Bay, le Bose Placer. Bose Placer. Il y a Golden Hope, comme vous dites, qui est en haut, mais il y a un projet que vous avez des droits d'acheter de Golden Hope. Oui, ce qu'on a, c'est qu'une entente d'option pour avancer le développement. Comme on a été capable d'avancer notre projet au stage des permis et pré-production, notre mandat ou notre entente pour acquérir le 50 %, c'est d'amener le projet de Golden Hope à la même position que nous sommes présentement. Est-ce qu'il est adjacent, ce projet-là? Géologiquement parlant, on est voisins, mais on a quand même 30 à 40 km. Mais géologiquement parlant, c'est un autre setup. Et comme je vous ai expliqué, nous, on a le tellurifère qui a l'or, qui est la glaise, mais en dessous de ça, on s'attend à avoir un dépôt de type Golden Hope en dessous. Ça, c'est notre source. Sauf que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons cet or-là dans le till qui nous nous demandera pas beaucoup d'argent à mettre en production et qui va nous permettre de générer assez de cash flow pour développer les autres projets et d'autres projets qu'on peut regarder. Mais si vous avez juste 12 pieds de profond pour exploiter ça par drilling avec des petites drills assez rudimentaires, vous êtes capable de faire quand même beaucoup de sampling dans votre projet? On n'est plus à une étape où est-ce que faire des trous de sampling va changer grand-chose. On est à une étape où est-ce qu'on a besoin de sortir du matériel. Fait qu'on est rendu à l'étape où est-ce que... Parce que vous avez prouvé qu'il y en a assez. On a prouvé qu'il y en a assez pour être économique. Présentement, faire des trous de forage de plus, la seule logique, ça pourrait être pour voir si le canal dans lequel l'or est, il fait 100 mètres, 200 mètres ou 300 mètres de large. Mais on sait qu'avec le 100 mètres qu'on a sur le premier kilomètre qu'on a identifié, on sait qu'il y a assez d'or pour nous commencer à générer un rendement sur notre investissement et générer d'autres choses. Après ça, on pourra se casser la tête à faire des développements. Au lieu d'investir à faire des trous de forage pour rajouter un peu plus de trous, on est plus en train de travailler à partir de la mise en production. D'aller au modèle le plus court, donc le strict minimum avec quelque chose de rentable pour vous autofinancer. C'est ça. C'est ça. Parce que donc, dans le moment, est-ce que vous l'avez, le 10 millions que vous avez besoin? Nous ne l'avons pas, mais un des critères qui nous manquait, c'est qu'il fallait qu'on sorte un rapport technique. Comme je vous ai dit, le marché nous avait plus demandé qu'on aille chercher nos permis en premier. On avait des gens qui nous avaient fait des promesses de nous financer par off-take agreement. Mais ça, c'était plus facile quand l'or était à 1700 $, quand on connaît nos coûts. Quand on a eu notre permis, c'était en février 2013. C'est à ce moment-là que le prix de l'or s'est écroulé. Ben, il est quand même à 1300 $. Oui, je comprends qu'il est à 1300 $, mais c'est juste... Mais c'est pas 1900. C'est une question de perception. Comment je peux dire? Nous, quand on a pris ce projet-là, l'or était à 900. Vous pensez avoir un coût de quoi? Je vais être obligé de donner une fourchette, là, mais sub 600 $. All in. OK. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de marge. Là, on est rendu qu'on vient de sortir notre rapport 4301. Nous sommes en discussion avec différents groupes, mais on va de finaliser comment on va finaliser la structure. Notre objectif, parce que l'équipe de direction et les dirigeants sont quand même des assez gros actionnaires, c'est de trouver le moyen pour qu'il y ait le moins de dilution possible. Ce qui nous amène des fois à faire des transactions opportunistiques, comme on a fait en 2012, où est-ce qu'on a acquis des propriétés de graphite et on les a revendus. Au lieu d'essayer de les développer nous mêmes, on les a revendus à une autre société, ce qui nous a donné assez de capital pour opérer pendant 2 ans et continuer de développer le projet. Ce qui nous permet aussi, qui nous ouvre aussi d'avoir agi pour acheter les propriétés de quartz qu'on vient d'annoncer. On a vu une opportunité. On a vu une opportunité plutôt parce qu'on était chanceux. Sur certaines de nos clins, nous avions des anciennes mines de quartz. Et quand l'intérêt a commencé autour des développements de Ferrero Atlantica et de leur projet, on a été approché par des firmes d'ingénieurs nous demandant qu'est-ce qu'on avait dans nos mines de quartz. Fait qu'on a fait 1 égale 2, c'était intéressant. Et on a staké tous les gîtes qui étaient à haut pourcentage, 98 et plus de pourcentage dans les ressources historiques, de façon à se créer un portefeuille intéressant pour pouvoir le développer. Mais on va le regarder comment on le développe. Notre objectif est toujours de chercher à mettre la production, mais on essaie aussi de profiter des opportunités de marché qui peuvent se présenter à nous. Avez-vous un objectif en termes de temps que vous pensez que vous allez pouvoir partir la production? C'est quand même pas des sommes colossales. Ce n'est pas des sommes colossales, mais il ne faut pas oublier qu'on est le premier à faire ce qu'on a à faire.
Fait que la plus grande question du monde, qui d'autre a déjà fait ce que vous avez fait? Et comme les gens ne répondent pas à ça, moi, je m'attends à ce qu'on devrait être capable au courant des prochains mois de commencer le financement, commencer les opérations, partir ça par 2015. C'est donc, il me semble que c'est relativement... En tout cas, je vois ça... Je comprends. Moi aussi, je pensais ça. Je pensais quand c'est commencé. Je m'en vais là avec une pelle mécanique. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que notre dépôt se trouve en bas d'une vallée. Le plus gros coût qu'on a à gérer, c'est la gestion de l'eau. Pas dans le sens que c'est un problème, c'est pas dans une rivière, mais on veut miner à sec pour simplifier les processus. Pour miner à sec, nous demandons de baisser l'eau, la nappe phréatique, pendant le temps des opérations, jusqu'au niveau du bedrock. Parce que c'est plus facile de baisser le niveau de l'eau, avoir de l'eau propre à gérer, qu'avoir de l'eau sale dans laquelle on mine. Parce que dans le fond, la nappe phréatique est basse. C'est ça l'objectif. Le deuxième objectif, c'est comme on va laver. Mais c'est parce qu'il y a un lac dans le Non, pas du tout. Il y a une rivière. C'est juste qu'on est en bas d'une vallée. OK. Fait que là, c'est tout. Parce qu'à cause du bedrock, il y a de l'accumulation d'eau. C'est de l'accumulation d'eau. C'est juste la pression d'eau. C'est juste pour ça. Bien, M. Tourillon, je trouve ça bien intéressant. On va suivre ça parce que c'est un nouveau modèle. Puis, comme vous dites, là-bas, c'est peut-être le nouveau Klondike, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Mais ça reste intéressant. Une première de cette manière-là, comme c'est le Yukon au Québec maintenant. Bien, c'était le Yukon. Les plus grosses pépites d'or au Canada ont été trouvées sur nos propriétés. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous suit de près. Merci. Au revoir.